Acheter un bien immobilier, faire du locatif, acheter un immeuble de rapport, c'est parfois la question un peu folle qu'on se pose quand nos finances commencent à le permettre. Je m'appelle Stéphane Méco, je ne suis pas un professionnel de l'immobilier, je ne suis pas un financier, je ne suis pas non plus issu d'une famille bourgeoise, et pourtant j'y suis parvenu, alors pourquoi pas vous? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Bienvenue, donc vous êtes sur la chaîne toujours de l'investissement immobilier et notamment vous suivez à travers nos différents podcasts l'investissement dans notre premier immeuble de rapport. Et puis entre deux, je diverge un petit peu sur différents sujets et aujourd'hui j'ai envie d'aborder avec vous le sujet de quand est-ce qu'on doit commencer à se lancer dans l'immobilier. Alors c'est que c'est une question qui n'est pas simple parce que elle dépend de plein de critères, elle dépend de critères aussi plutôt personnels puisque ça relève de la vie de chacun et des revenus de chacun de savoir si on peut se permettre ou pas de partir dans l'immobilier. Va avec le débat s'il faut être propriétaire ou non de sa résidence principale. Alors j'ai plus ou moins déjà abordé le sujet dans d'autres podcasts, mais je pense que c'est important qu'on rebalaye le sujet. Voilà, donc c'est plein de questions comme ça qu'on va se poser, tout simplement parce que dans la vie professionnelle, on a des pics et des creux, on va dire. Les pics, c'est au moment où on va trouver des nouveaux jobs, où on va être en pleine puissance, où on va récupérer un peu plus d'argent et on va réussir comme ça à avoir des nouvelles opportunités. Et puis à l'opposé, on a les creux. Les creux, pour moi, c'est les moments où on stagne. Donc on peut stagner comme ça pendant 5, 10 ans, où on reste à peu près sur le même palier. Donc on a toujours la petite augmentation qui fait cadeau, on va dire, à la fin de chaque année. Mais c'est pas significatif et ça permet pas d'ouvrir de nouvelles perspectives. Donc pourquoi, quand commencer l'immobilier, la première chose que j'ai envie de vous dire déjà, c'est de commencer le plus jeune possible. Tout simplement parce que plus on va commencer jeune, plus on va mettre un doigt dedans, et une fois qu'on a le doigt dedans, vous pouvez me croire, le bras il va vite y partir. Ça veut dire que vous allez arriver finalement dans un monde où à partir du moment où vous allez vous rendre compte que votre premier investissement fonctionne, vous allez avoir envie d'enchaîner sur le deuxième, le troisième, le quatrième, etc. Et finalement, si vous êtes pris par cette passion entre guillemets de l'immobilier, vous allez avoir beaucoup de difficultés à vous arrêter, tout simplement parce que c'est quelque chose qui est assez addictif de voir qu'en ne faisant pas grand chose, on arrive à avoir de l'argent. Et donc ça c'est hyper intéressant, tout simplement parce qu'à mes yeux, l'immobilier, ça reste le moyen le plus efficace pour avoir ce qu'on appelle des revenus passifs. Alors les revenus passifs, c'est quoi? C'est des revenus qui tombent tous les mois sans que vous ayez rien de particulier à faire. Alors j'exagère un petit peu au niveau de l'immobilier parce qu'on n'est pas sur du 100% passif. Le 100% passif, ça aurait pu être par exemple de l'argent que vous mettez sur un livret à l'instant T et après derrière vous laissez uniquement travailler les intérêts et les intérêts vous ramènent de l'argent. Ça c'est totalement passif. Là, on n'est pas tout à fait sur du passif, puisqu'il y a quand même des moments où on va devoir interagir, où on va devoir agir sur notre bien immobilier, où on va devoir faire des choix patrimoniaux, où on va devoir prendre des conseils pour pouvoir justement optimiser tout ça. Mais les trois quarts du temps, quand même, on est sur du passif. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez acheté un bien immobilier, que votre locataire est dedans et que vous avez fini les travaux, normalement il ne se passe plus rien avant 5 ans. C'est-à-dire que tous les mois, pendant 5 ans, vous avez votre loyer qui va revenir. Au bout de 5 ans, vous risquez d'avoir un recommandé qui va vous dire je m'en vais et il faut trouver un autre locataire. Ok, donc là vous allez repartir, vous allez avoir 2 semaines de boulot, 2-3 semaines de boulot, le temps de trouver un nouveau locataire. Et puis après, c'est reparti de nouveau pour une période de 5 ans pendant lesquelles il ne va rien se passer. Donc vous voyez, on est quand même sur quelque chose de relativement passif et qui demande très peu de temps, puisque finalement un logement lambda, on va dire, qui est loué, ça va vous demander à peu près 3 minutes par mois. Tout simplement parce que ça va vous demander quoi? Ça va vous demander juste la quittance de loyer à envoyer chaque mois à votre locataire. Et donc même si vous faites vous-même la gestion du locatif, en fonctionnement courant, on va dire, c'est très 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 peu chronophage. Donc moi je considère que c'est vraiment un revenu passif. Alors pourquoi commencer jeune l'investissement immobilier? Tout simplement parce que plus vous allez commencer jeune, plus vous allez pouvoir avoir des possibilités d'emprunt long. Nous on sait que la clé sur les emprunts immobiliers quand on achète un crédit immobilier, c'est d'avoir le plus long possible. Donc le plus long possible aujourd'hui, 2022, c'est 25 ans maximum. Donc ça veut dire que si vous arrivez à choper un crédit sur 25 ans sur de locatif, vous êtes très 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 bien.
Alors là, on va me rétorquer plein de choses en me disant oui, mais si on n'a pas le revenu, on peut pas, machin. Oui, c'est vrai. Clairement, on va pas se mentir. C'est-à-dire que quelqu'un qui aujourd'hui n'aurait pas un CDI, ça va être quand même très très compliqué. Alors sauf s'il a son entreprise, hein. Mais sinon, ça va être quand même très très compliqué d'obtenir un crédit immobilier si on a juste un CDD ou si on est par exemple que en intérim. Et puis maintenant, c'est vrai que les règles ont été un peu plus drastiques par rapport à ça. Ce qu'on pouvait faire avant, on peut plus forcément le faire maintenant. C'est qu'on va devoir en plus justifier finalement d'une épargne. Donc ça c'est un peu contraignant dans le sens où aujourd'hui la loi prévoit qu'il faut 10% d'épargne minimum de votre projet, d'accord. Donc 10%, bon, ça peut paraître encore raisonnable, mais pour certains ça fait déjà une belle somme. Et puis après ça dépend de la taille du projet aussi. Mais on va voir que dans le concret, en fait, généralement les banques, ce qu'elles vont demander, c'est surtout qu'on prenne en charge les frais de notaire, les frais d'agence et les frais de dossier. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les frais de notaire, on est à peu près à 8%. Les frais d'agence, vous allez les rajouter pour un studio 4, 5, 6 000 euros. Donc du coup, on peut vite monter. Et ce qui fait que voilà, si on prend le cas typique d'un studio qui vaudrait à peu près 60 000 euros, vous allez payer une grosse partie de frais de notaire, une grosse partie de frais d'agence. Et puis après, derrière, vous allez rajouter 2 ou 3 000 euros encore de frais de banque. Donc vous voyez, ça peut, mis bout à bout, ça peut représenter une épargne relativement significative. C'est d'ailleurs ce que nous on a dû faire finalement pour notre dernier projet immobilier. Pour ceux qui ont suivi les podcasts précédents, vous le savez puisqu'on en a déjà parlé. Au niveau du financement, on a dû avancer 24 000 euros pour 210 000 euros empruntés. Donc 24 000 euros qui correspondaient finalement aux frais de dossier, aux frais d'agence, aux frais de notaire. Donc là du coup voilà, c'est une difficulté finalement qu'on pourrait avoir, d'avoir quand même ce petit matelas d'épargne. Ce qui veut dire qu'avant même de pouvoir commencer dans l'immobilier, moi ce que je vous conseille c'est d'avoir un minimum d'épargne. Si vous n'avez pas un minimum d'épargne, ça va être quand même compliqué de démarrer tout de suite les investissements immobiliers. Après, il faut commencer à mon sens, par des petites surfaces. C'est-à-dire qu'au début, vous ne savez pas trop, alors même si en effet vous suivez plein de podcasts, plein de vidéos, plein de gens hyper passionnants, et moi aussi je le fais aussi sur YouTube ou sur Internet, où vous allez suivre des personnes qui ont bien réussi dans l'immobilier, etc. Ils vont tous vous dire que oui, on peut y aller, il faut se lancer, c'est magnifique, etc. Oui, c'est un très très beau monde, le monde immobilier. Personnellement, moi j'adore. Si demain j'avais la possibilité financière de pouvoir encore accélérer et d'en faire quasiment mon métier, de faire de l'investissement comme ça, je le ferais avec un grand plaisir. Parce que c'est vraiment un monde qui me passionne. Mais pour autant, c'est pas forcément parce que c'est ma passion que ça doit être la passion de tout le monde. C'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être que vous avez d'autres passions dans la vie et que peut-être que de votre côté, finalement, vous n'allez pas forcément vous retrouver dans l'immobilier. Faut pas oublier que l'immobilier a un côté un peu grisant aussi. Ça veut dire que, comme je vous l'ai dit, il y a généralement entre deux locataires, on va dire, il va se passer un laps de temps de 3 à 4 ans. Ce qui veut dire que c'est une passion pendant laquelle, pendant 3 à 4 ans, il risque de rien se passer. Parce qu'il ne faut pas pouvoir imaginer, dans votre esprit, dire tous les ans j'en achète. Oui, au début, ça on peut le faire. Nous aussi, on a commencé, première année, on a acheté 2, deuxième année, on a acheté 2 autres. Oui, ça marche. Mais après, après, stop, on est bloqué. On est bloqué parce que les banques ne peuvent plus suivre, parce qu'à un moment donné, voilà, emprunter 100 000 euros tous les ans, ça devient compliqué. Et parce que derrière, après, il faut aussi que vous ayez une rentabilité telle que vous pouvez vous permettre de réinvestir derrière. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident. Pour moi, il faut commencer jeune. Si vous commencez jeune, ayez de l'argent de côté déjà, c'est hyper important pour pouvoir démarrer et au moins vous aurez quelque chose de sérieux au niveau de la banque à présenter. Après, derrière, surtout, arrêtez le mode démo. Alors le mode démo, c'est quoi ? C'est simplement le syndrome de tous ceux qui ont peur de se lancer. Ça veut dire qu'on passe notre temps sur le bon coin, à regarder les bonnes annonces, on arrive à repérer même des bons plans, et j'en suis persuadé, vous avez déjà vu des bons plans passer. On imagine les travaux, on imagine plein de choses, on fait des fichiers Excel dans tous les sens, et on visite. Alors là, on peut faire plein de visites, il n'y a pas de souci, on fait plein de visites, et puis après rien. Et puis après rien parce que on flippe. On a peur. On a peur de se lancer en disant ouais mais attends, c'est quand même un investissement de 50 000 euros, si je me vote qu'est-ce que je fais, etc. On se pose plein de questions et si on commence à se poser trop de questions, à un moment donné on n'avance pas. Donc je sais bien, de mon point de vue maintenant, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Simplement il faut faire attention et sortir des fois de ce mode démo. Dites-vous que l'immobilier c'est pas irréversible. C'est-à-dire que si vous commencez par de la petite surface, vous allez réussir à trouver des studios, je sais pas moi, à 40, 50 000 euros, vous allez trouver des studios dans certaines petites villes moyennes. 40, 50 000 euros, ok, c'est un investissement, mais c'est pas non plus la fin du monde. Je veux dire, si demain, ça se passe mal, votre immobilier, ok, vous loupez, voilà, vous choisissez le mauvais locataire, il vous pourrit la vie, vous payez jamais ses loyers, etc. Qu'est-ce que vous allez faire ? Au pire, vous allez revendre votre bien immobilier.
Ok. Au pire, en quelques années, on va dire en 2-3 ans, la valeur de votre bien n'aura pas vraiment déprécié. C'est-à-dire qu'on sera à peu près au même niveau. Donc oui, vous allez paumer des frais de notaire, vous allez paumer un petit peu d'argent, mais c'est pas la fin du monde. Je veux dire, vous continuez à vivre, vous continuez à avoir une famille, vous continuez à avoir un emploi, vous continuez... Voilà. L'immobilier, quand vous démarrez dans l'immobilier, c'est quelque chose d'annexe dans votre vie. Ça veut dire que si demain on vous demande et on vous oblige de vous en passer, vous pourrez vous en passer. Si demain on vous dit du jour au lendemain, bah tu vois, t'as plus de boulot, est-ce qu'on peut s'en passer? Bah là, ça devient compliqué parce que si on n'a pas de travail, on peut pas se nourrir. Si on peut pas se nourrir, on peut avoir de maison. La famille, elle en souffre, etc. Donc ça devient très compliqué. Mais l'immobilier, demain, on me dit voilà, tout est bien immobilier, tu les perds. Au pire, sans vendre, sans rien, je perds tout. Ok, bah je me retrouve à quoi? Bah je me retrouve à avoir une famille en bonne santé. Je me retrouve à avoir un emploi qui me paye bien. Bah j'ai aucun souci, je repars à zéro et je redémarre, c'est pas grave. Donc dites-vous bien que l'immobilier, quand vous démarrez dans l'immobilier, ça ne doit pas être votre première source de revenus. Très clairement. Tout simplement parce que ça pourra venir peut-être, et je dis bien peut-être, dans quelques années quand vous aurez un patrimoine suffisant et que vous aurez fait les bons choix et les bons arbitrages immobiliers. Moi aujourd'hui, j'en suis pas du tout à ce point-là. Tout simplement parce que les premiers investissements immobiliers qu'on a pu faire ne m'ont pas fait gagner, en loyer, je parle, 1 centime. D'accord? On était vraiment sur une prise à l'équilibre, on était vraiment sur ce qu'on appelle un autofinancement, et encore, on était parfois même avec un cash flow négatif. Parce que tout simplement, il y a des mois où même à l'année, je devais épargner un petit peu pour pouvoir payer les charges de copro, payer les impôts, payer etc. Donc aujourd'hui, j'étais même pas sur des biens rentables en fait. Mais pour autant, j'ai pas perdu d'argent. Puisque vous le savez, par exemple, si on prend l'exemple du duplex qui a été vendu, c'est un duplex que j'avais acheté 51 000 euros. Je l'ai revendu 5 ans après, même un peu moins de 5 ans après, 67 000 euros. J'ai fait une plus-value de 16 000 euros. Entre deux, mon locataire m'avait remboursé mes crédits. Donc j'avais 8 000 euros de plus qu'il fallait rajouter dans la machine. Donc en fait, j'avais fait une épargne de 24 000 euros pour un bien qui m'avait coûté, allez, on va dire à l'année, peut-être 500-600 euros de cash flow négatif. Donc au final, ça veut dire que si j'extrapole un petit peu, 500 euros par an pendant 5 ans, pour faire simple, j'ai placé 2500 euros, derrière j'en retire 24 000 euros. Vous vous rendez bien compte que le ratio il est quand même en ma faveur, d'accord? Donc vous n'avez rien à perdre que de passer en réel. Donc sortez de ce fameux mode démo où on fait des fichiers Excel dans tous les sens, on calcule, on recalcule, on recalcule. Bah tant pis, cassez-vous les dents à un moment donné. Peut-être que vous allez faire un plan qui sera pas tout à fait génial, qui sera pas tout à fait parfait, mais c'est pas grave. Au moins vous aurez mis un premier pied dans l'immobilier. Et c'est finalement ce pas-là qui est le plus dur à franchir. Une fois que vous allez acheter le premier, vous pouvez me croire, au bout de quelques mois, vous allez avoir envie d'acheter le deuxième. Tout simplement parce qu'il faut comprendre que dans l'immobilier, quand vous achetez à crédit de l'immobilier, c'est pas vous qui remboursez votre crédit immobilier, c'est votre locataire. Alors imaginez la satisfaction quand vous avez l'échéance de crédit qui passe, moins 250 euros, et que juste après, vous avez le loyer qui passe, plus 400 euros. Alors on se dit waouh, c'est magique, j'ai gagné 150 euros. Alors pas tout à fait, hein, parce que vous enlevez les charges, vous enlevez les impôts, etc. Il vous reste quasiment rien. Ou voire peut-être vous allez devoir en rajouter un peu. Mais c'est déjà le fait de dire que le loyer, finalement, votre crédit, votre échéance de crédit, c'est pas vous qui allez la rembourser, c'est votre locataire. Si vous partez de cette optique-là, ça va changer complètement votre façon de voir les choses. Et vous allez oser vous lancer dans l'immobilier. Alors qu'est-ce que je donnerais comme conseil moi pour lancer dans l'immobilier? Commencer petit, ça c'est indispensable à mon sens pour voir si en effet vous êtes bien fait ou pas pour l'immobilier. Peut-être que vous idéalisez ce monde-là d'immobilier et puis qu'en étant dans le concret, en commençant à en faire, vous allez vous dire bah non finalement c'est pas pour moi et je prends pas de plaisir à faire ça. Il faut qu'il y ait quand même une notion de plaisir dans l'histoire. Avant tout ça, avant de passer en mode démo, avant de rechercher les premiers biens, déjà assurez-vous de votre santé financière personnelle. C'est-à-dire que pour moi, je ne conseillerais jamais à quelqu'un qui est en CDD de se lancer dans l'immobilier. Ça me paraît beaucoup trop risqué. Peut-être que la banque le suivra s'il arrive à bien vendre son dossier, etc. Mais demain, vous faites quoi si vous vous plantez dans l'immobilier? Vous vous plantez dans l'immobilier? Ok, vous n'avez plus rien. Demain, vous avez un CDD. Si le CDD s'arrête, comment vous faites? Ou alors pire,
Vous investissez dans l'immobilier, votre locataire passe bien, ça marche bien pendant 5 ans, etc. Il n'y a pas de souci. De votre côté, vous êtes toujours en CDD. Votre CDD prend fin, ça peut arriver. Donc vous vous retrouvez sans rien, vous retrouvez le chômage. Et vous tombez sur un locataire qui ne paye pas les loyers. Vous allez faire comment pour rembourser vos échéances de crédit? À un moment donné, il faut se dire aussi que il faut penser au pire des scénarios. Et le pire des scénarios dans du locatif, c'est quoi? Ça serait le locataire qui ne paye pas ses loyers. Alors oui, on peut prendre des assurances, on peut prendre plein de choses pour se couvrir ce risque-là. Mais c'est des choses qui ont des coûts assez importants. Et on n'a pas forcément envie de le faire quand on commence ses premiers investissements immobiliers. Donc moi, la première chose que je vous dirais déjà, c'est d'avoir une situation professionnelle stable. Présentez un premier CDI. Si vous avez un CDI et que vous n'êtes plus en période d'essai, déjà, vous savez que vous allez souffler. Vous allez être plus zen dans votre gestion financière. Derrière, le deuxième conseil que je vous donnerai, c'est de se dire que votre premier investissement immobilier, il faut que vous soyez en capacité, si demain votre locataire ne paye pas son loyer, de rembourser le crédit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, admettons quelqu'un qui gagne 1500 € par mois. D'accord ? 1500 € net dans sa poche. Il va avoir forcément dans son budget de l'essence, il va avoir des courses, il va avoir un loyer, éventuellement s'il n'est pas propriétaire, on en parlera juste après, mais il peut avoir un loyer. D'accord ? Tout ça, c'est des charges fixes, il ne peut pas s'en passer. Donc on prend son salaire, 1500 €, on enlève toute sa charge fixe et on voit ce qui reste à la fin. Tout ce qui reste à la fin, c'est finalement ce qui pourrait potentiellement épargner ou dépenser pour lui, pour du loisir, etc. Pour moi, cette somme-là, elle doit être forcément supérieure à votre échéance de crédit immobilier locatif. Tout simplement parce que je sais que si demain, mon locataire ne vient pas me payer, je vais devoir du coup payer le crédit à sa place finalement. Et ce qui veut dire que si je n'ai pas suffisamment de reste à vivre à la fin du mois, je ne pourrai pas payer ce crédit. La banque là-dessus, elle ne fera pas de cadeau, très clairement. C'est-à-dire qu'elles n'accepteront pas d'avoir un différé de crédit, un machin, un cadeau, ou alors si peut-être, mais ils vont mettre des pénalités tellement élevées que vous allez perdre tout bon sens. Donc ça veut dire que vous devez être en capacité de pouvoir payer votre crédit par vous-même dans le pire des cas. Et le pire des cas, c'est le jour où un locataire ne vous paye pas. Alors ce risque-là, avec le temps, vous allez le diminuer. Tout simplement parce que le but du jeu de l'immobilier, c'est d'essayer de faire ce qu'on appelle du cash flow positif. D'accord ? Et donc le cash flow positif va vous permettre d'épargner un petit peu tous les mois. Le fait d'épargner, vous allez surtout le laisser de côté. Et vous allez vous constituer un petit peu un trésor de guerre, ce que certains appellent aussi l'année de tranquillité. C'est-à-dire que vous allez réussir à épargner pour pouvoir anticiper finalement les petits aléas que vous pourriez avoir suite à des problèmes de locataires. L'idéal quand on fait du locatif, c'est de pouvoir avoir en épargne 1 an de loyer de côté. 1 an de loyer, vous êtes hyper serein. Ça veut dire que demain, si vous avez un locataire qui ne paye pas ou qui a du retard de paiement pendant 1, 2, 3 échéances, vous allez pouvoir l'absorber. Parce que du coup, vous allez pouvoir le prendre dans cette épargne de précaution et ça va vous permettre comme ça de pouvoir finir le fin de mois normalement et puis retrouver un équilibre. Et puis dès que le locataire change ou se remet de nouveau à vous payer normalement le loyer, et à ce moment-là, vous allez pouvoir réembrayer et refaire votre épargne de sécurité. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut se dire que le premier achat immobilier que vous allez faire ne va pas vous faire gagner d'argent, ou tout au moins ne va pas vous faire changer de qualité de vie. Ça, c'est hyper important de toujours rester sur le même rythme de vie dans vos premiers investissements immobiliers. Ne flambez pas. Oui, vous avez peut-être trouvé une super opportunité, vous décachez un cash flow positif après impôt, après tout ce qu'on veut, de 200 € par mois. Mais félicitations, c'est un super bon plan ce que vous avez trouvé. Mais n'allez pas augmenter votre train de vie de 200 € pour autant. Le but du jeu, il n'est pas là. Le but du jeu, c'est de continuer. C'est-à-dire que si vous voulez aller loin dans l'immobilier, le but du jeu, c'est avec ces 200 € de cash flow positif, vous allez les épargner pour vous constituer une épargne d'avance qui va vous permettre de financer un deuxième bien qui va générer à la fois du cash flow aussi. Vous allez retrouver avec 500 € de cash flow positif à la fin du mois au lieu de 200, et puis ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on arrive en effet à avoir une situation où le cash flow positif que l'on génère va être suffisant pour nous arrêter de travailler, par exemple. Ok, c'est très rare les gens qui arrivent à faire ça, on va pas se mentir. Moi de mon côté, vous voyez par exemple, si le projet immobilier de l'immeuble de rapport fonctionne comme je l'imagine, comme je l'ai prévu dans mon mode démo à moi,
ça devrait me dégager à peu près 750 euros par mois de cash flow positif. Un investissement de 230 000 euros qui nous rapporte que 700 euros par mois. Alors que c'est déjà énorme, 700 euros par mois. Mais je veux dire, c'est pas ce projet-là qui va me faire arrêter de travailler. C'est-à-dire que pour arriver à mon niveau de vie d'aujourd'hui, il faudrait quasiment, en prenant compte des salaires de mon épouse et du mien, il faudrait quasiment que j'arrive à faire, allez, on va dire 7 ou 8 mêmes projets identiques pour pouvoir dégager un salaire qui permettrait de couvrir nos charges. Vous vous rendez compte un petit peu ? C'est un investissement mais démesuré, d'accord ? Donc il faut se dire que le fait d'arrêter de travailler pour faire de l'immobilier pour arrêter de travailler, c'est un cas mais extrêmement rare, d'accord ? On va pas se mentir. Ça veut dire que la banque elle va vous suivre sur des millions, mais pour qu'elle vous suive sur 1 million d'investissements, vous vous rendez compte un peu la sécurité qu'il doit avoir derrière. Donc on va dire que pour moi, l'immobilier, il ne faut pas le voir comme un revenu de remplacement. D'accord ? Vous n'allez pas faire du revenu de remplacement, vous n'allez pas remplacer votre travail par de l'immobilier quand vous commencez. Ou alors vous faites partie des quelques pourcents à avoir touché un énorme héritage et ça va vous mettre le pied à l'étrier. Mais sans héritage, sans rien, sans don, sans rien de tout ça, c'est très très rare de réussir à vivre de l'immobilier en moins de 3 ans comme peut vous vendre la moitié des youtubeurs. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Par contre, ça peut vous permettre d'améliorer progressivement votre quotidien. Ça, je suis d'accord. C'est que demain, notre projet fonctionne, 700 euros de cash flow positif, c'est 700 euros d'épargne, ou alors c'est 500 euros d'épargne et 200 euros de plus pour faire des plaisirs, par mois, ça peut commencer à chiffrer, ça peut commencer à faire quelque chose. 700 euros par mois, on est quand même à plus de 9000 euros à l'année. 9000 euros à l'année, c'est top, c'est génial. Si demain, on me dit que mon revenu annuel a augmenté de 9000 euros, c'est énorme. D'accord ? Donc ça veut dire que c'est les petits gains comme ça qui vont vous permettre progressivement d'évoluer. Mais surtout, il ne faut pas s'arrêter à ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas considérer que le 700 euros, c'est une finalité en soi. C'est-à-dire que c'est simplement un coup de pouce dans la vie. C'est le train de vie qui va augmenter peut-être un petit peu. Et encore, moi de mon côté, je sais qu'on n'augmentera pas notre train de vie. Donc c'est plus de l'épargne qui va nous permettre d'augmenter un peu. Pour pouvoir embrayer sur un autre projet. Pour pouvoir embrayer sur un autre qui embrayera sur un autre, etc. Et là, peut-être qu'à un moment donné, si en effet on arrive à nos 6-7 immeubles de rapport, peut-être qu'on sera sur de l'autosuffisance finalement financière et qu'on pourra à ce moment-là arrêter de travailler ou réduire notre voilure au niveau du travail. Mais la question aujourd'hui, elle ne se pose même pas. Elle ne se pose même pas. Donc avant de démarrer dans l'immobilier, ayez déjà bien ça en tête. C'est-à-dire que vous ne faites pas de l'immobilier pour remplacer votre job. C'est pas vrai. Celui qui essaie de vous vendre ça, c'est un mytho. Alors peut-être que lui y a réussi, ok. Il fait partie des exceptions, des personnes exceptionnelles qui y ont réussi. Mais les 90% des autres investisseurs immobiliers ne feront pas ça et n'arriveront pas à remplacer leur boulot par de l'immobilier. D'accord ? Je pense que c'est vraiment deux choses qui vont ensemble. C'est-à-dire qu'il faut conserver le job, c'est ce qui nous appelle la sécurité, c'est ce qui nous appelle le revenu quotidien. Mais par contre, il faut essayer de développer ces sources de revenus. Et à ce moment-là, oui, en effet, si on peut avoir des revenus annexes, ça peut être hyper intéressant. Alors je ne vous dis pas non plus d'imaginer ça quand vous allez être à la retraite, surtout si vous êtes très jeune. Si vous écoutez ce podcast et que vous avez 25-30 ans, foncez à 200%. Dès que vous avez une petite fenêtre de tir pour de l'immobilier, partez directement dessus, d'accord ? Je suis persuadé que si vous faites ça intelligemment, ça va fonctionner. Il n'y a pas de raison. Si vous êtes posé, si vous avez bien recalculé les chiffres, si vous avez bien vérifié ça, si vous avez bien tatillé du mode démo pendant 6 mois, il n'y a pas de souci, ça va tenir, il n'y a pas de raison. Alors la réalité sera toujours un petit peu en dessous des chiffres que vous avez imaginés, mais c'est pas grave. Mais vous aurez quand même quelque chose. Et puis tout au moins vous aurez la fierté finalement d'avoir commencé et de vous être lancé dans ça. C'est ça finalement le plus dur, c'est de se lancer dans le projet immobilier. Alors quand est-ce qu'il est temps de démarrer l'immobilier ? Pour synthétiser, j'aurais simplement envie de dire que vous allez pouvoir démarrer l'immobilier dès que vous avez une situation professionnelle qui est à peu près stable. Donc dès que vous avez un CDI, d'accord ? Et dès que vous avez suffisamment d'épargne de côté pour couvrir 10 à 15% des frais de votre achat immobilier à venir. Si vous avez ces deux critères-là, vous pouvez déjà vous lancer dans l'immobilier. Alors au tout début, j'ai évoqué une question, alors on l'a déjà parlé un petit peu dans les podcasts précédents, mais c'est pas grave, qui est de la résidence principale. Faut-il ou non acheter sa résidence principale ? Là encore, j'ai envie de dire qu'il y a deux écoles. Il y a l'école du précautionneux, que moi j'étais et que je suis toujours, qui veut dire oui, il vaut mieux acheter sa résidence principale. Le fait d'acheter sa résidence principale, ça veut dire que vous assurez vos vieux jours, entre guillemets.
Ça veut dire qu'à 50 ans, vous aurez fini de rembourser votre crédit maison principal, vous n'avez plus de loyer, vous n'avez plus de crédit à rembourser, et là vous allez pouvoir profiter de la vie. Maintenant, 50 ans, c'est relativement tard. Donc on a le deuxième pendant qui nous dit non, n'achetez pas votre résidence principale. Tout simplement parce que le fait d'acheter une résidence principale, ça a plusieurs effets. Le premier effet, c'est que ça va croquer quasi intégralement votre taux d'endettement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez que les banques prêtent jusqu'à 35% d'endettement. Donc le 35% d'endettement, c'est finalement ce que représente l'échéance de crédit par rapport à vos revenus. On a le droit à 35% maximum. Ce qui veut dire que derrière, au niveau d'une maison de résidence principale, comme vous achetez une maison qui ne vous ramène pas de loyer, d'accord ? Là, on n'est pas dans du passif, mais on est vraiment dans quelque chose qui nous prend énormément d'argent. Et à ce moment-là, vous ne pouvez pas emprunter autre chose. D'accord ? Donc la résidence principale va gréver votre taux d'endettement. Donc ça va fortement limiter les autres investissements et la possibilité d'autres investissements. Après, ça ne les rend pas impossibles. Vous voyez, de notre côté, on a fait le choix d'acheter la résidence principale. Donc on avait un taux d'endettement qui était hyper élevé avec la résidence principale. Mais pourtant, on a quand même réussi à acheter 4 logements en plus de cette résidence principale. Donc il y a des choses qui sont possibles à faire. Alors après, les règles étaient un peu plus souples aussi que maintenant. Mais il y a des choses qui sont possibles à faire. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous achetez une résidence principale, forcément, vous allez gréver votre taux d'endettement et donc vous allez pouvoir moins investir dans l'immobilier. A l'inverse, si vous n'achetez pas votre résidence principale, il y a plusieurs effets qui vont avoir lieu. Déjà, vous avez un taux d'endettement qui sera à zéro, d'accord ? Puisqu'on ne tient pas compte du loyer. Donc du coup, en crédit, si vous n'avez pas de crédit auto, si vous avez un crédit auto, oubliez. Il faut absolument vous en débarrasser pour pouvoir investir dans l'immobilier. Ce sera vraiment une clé pour vous. Mais donc du coup, si vous avez une résidence principale, si vous n'avez pas de résidence principale plutôt, donc vous avez un taux d'endettement qui pour l'instant sera proche de zéro. Si vous êtes proche de zéro, c'est-à-dire que vous avez le droit d'emprunter à 35% d'endettement. Donc vous avez 35% de votre budget qui peut être pris dans un crédit immobilier. Forcément au niveau de la banque, ça peut changer. Ça peut changer aussi la donne parce que vous pouvez monter des dossiers au niveau de la banque en indiquant que c'est pour faire une résidence principale. Vous êtes locataire, vous achetez un appartement pour vivre en résidence principale. Rien ne vous oblige après à vivre dedans. C'est-à-dire que vous faites un montage résidence principale, derrière vous changez finalement d'avis et vous passez en locatif, personne ne vous dira rien. D'accord ? Donc ça peut être aussi une clé pour se dire ok, j'ai pas de résidence principale mais j'investis pour moi, pour ma résidence. Peut-être que les banques seront moins frileuses aussi pour vous prêter. Donc il y a des petites choses comme ça qui sont pour et contre. J'ai envie de dire que si aujourd'hui vous êtes très 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 jeune, je sais pas si vous avez 20-25 ans et que vous avez déjà un CDI, que vous avez déjà un peu d'épargne de côté, ne partez pas tout de suite tête baissée dans la résidence principale. Je pense que clairement là pour le coup ça peut être un choix judicieux de vous dire je me lance d'abord dans du locatif et puis après je verrai plus tard pour ma résidence principale. Ça c'est tout à fait possible. Si maintenant vous êtes déjà la trentaine passée, 35, 40 ans et que vous avez une situation professionnelle mais vous n'avez pas encore bien immobilier, etc. Voilà, c'est une réflexion à avoir, ça va être un choix, ça va être un choix à faire. De se dire est-ce qu'on part sur 20 ans pour une maison principale et puis après comme ça j'ai plus de crédit pour terminer ma carrière et j'aurai pas de crédit immobilier quand je serai, ou j'aurai plus de loyer à payer quand je serai à la retraite. C'est un choix qui est tout à fait honorable. Après ça peut être un mix des deux, vous voyez. Nous on est parti sur un crédit à la base en 25 ans qu'on a acheté en 2009. Donc 2009, 25 ans, ça veut dire qu'on devrait terminer en 2034. Au final, on va la terminer logiquement cette année, donc ça veut dire qu'en 2022, on aura fini. Donc ça veut dire qu'on est parti d'un crédit résidence principale en 25 ans et finalement, on va réussir à le terminer en 15 ans, même peut-être un peu moins de 15 ans. Parce qu'on a fait des choix de carrière, parce qu'on a fait plein de choix, mais ça, voilà, tout n'est pas figé dans le marbre. C'est pas parce que vous partez sur 25 ans pour une maison que vous allez devoir forcément la payer en 25 ans. Donc il y a des choses comme ça qui peuvent bouger au fil de l'eau. C'est important, mais c'est important de bien avoir la réflexion. Et donc j'ai envie de vous dire, tout dépend de votre profil. Ça veut dire que si vous êtes célibataire, sans enfant et que vous n'avez pas d'attache, que vous n'avez rien de tout ça, je peux tout à fait comprendre qu'on peut se passer d'une résidence principale. A l'inverse, si vous avez déjà une famille que vous voulez protéger avec des enfants, avec une épouse, etc., et que vous voulez protéger votre cocon familial, là pour le coup ce sera une énorme sécurité la résidence principale. Donc il n'y a pas de règle absolue de savoir si on doit ou non acheter la résidence principale. Chacun va avoir son feeling par rapport à ça. Ce qui est sûr, c'est que si vous voulez absolument accélérer très très vite dans l'immobilier, il faudra vous passer à mon sens de la résidence principale parce qu'elle grève tellement le taux d'endettement que vous allez très très vite limiter sur des investissements. Alors qu'à l'inverse, si vous voulez jouer plutôt la sécurité, ça ne vous empêche pas en parallèle de faire de l'investissement locatif. Mais du coup, ça va vous ralentir et vous allez aller moins vite finalement dans l'investissement locatif.
Donc les deux possibilités existent, les deux solutions existent. Il n'y a pas de règle ultime, chacun le fera par rapport à son feeling, par rapport à son ressenti. Mais réfléchissez bien avant d'investir dans la maison principale, dans la résidence principale, parce que c'est vrai que ça peut mettre un sacré frein finalement à vos investissements locatifs, ou tout au moins ça va les décaler dans le temps. C'est-à-dire que si vous achetez comme nous de résidence principale, nous on avait acheté, j'avais 26 ans. Si à 26 ans j'achète ma résidence principale, c'est qu'à un moment donné, je sais que pendant quelques années, je ne vais pas faire de locatif. Dans mon esprit, c'était logique, puisque moi je voulais commencer à 50 ans le locatif, donc c'était plutôt logique. Au final, j'ai commencé le locatif vers 32 ans, donc ça veut dire que j'ai attendu d'avoir déjà 5-6 ans de remboursement de mon crédit de résidence principale avant de pouvoir passer sur un autre projet. Tout est possible. D'accord ? Il n'y a rien qui est fermé. Et à la limite, chacun fera son choix et prendra sa direction par rapport à ça. Il n'y a pas une façon de faire de l'immobilier, il y a plein de façons de faire de l'immobilier. De la même façon, là j'ai jamais parlé, mais on peut faire aussi de l'immobilier sur du commercial, on peut faire sur des bureaux, on peut faire sur plein de choses. Moi aujourd'hui je suis resté pour l'instant que sur du locatif d'habitation. J'étais pour l'instant que sur du locatif d'étudiants et là je commence à diversifier puisque je vais partir sur plutôt du locatif de petite famille on va dire. Donc voilà, c'est tout, c'est une évolution constante l'immobilier. Il n'y a pas une seule façon de faire de l'immobilier, il y a plein de façons de faire de l'immobilier. Ce qui est sûr, et le seul conseil que je peux vous donner, c'est qu'en effet, si vous avez une situation professionnelle qui le permet, et si vous avez de l'épargne de côté, arrêtez le mode démo et lancez-vous. Lancez-vous dans l'immobilier. Vous verrez, si ça marche, tant mieux, vous allez gagner une nouvelle passion. Si ça marche pas, tant pis, vous revendez, vous revenez à la case départ. Vous n'aurez rien gagné, mais vous n'aurez pas perdu grand-chose. Voilà, donc voilà pourquoi je voulais échanger avec vous aujourd'hui. J'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, à liker, à partager comme d'habitude. Si vous avez des questions ou des sujets que vous souhaitez aborder à travers le podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. L'adresse mail c'est toujours asbv.invest@gmail.com. Vous pouvez également nous retrouver sur YouTube, la chaîne ASBV Invest. Dessus vous ouvrirez notamment prochainement la vidéo de notre immeuble de rapport. Et puis moi d'ici là je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à ciao ciao.